Chahut Média. Entre les années 1860 et 1917, la diaspora issue de l'Empire russe installée en Suisse a tissé et entretenu des liens parfois étroits avec la population locale. Une réalité à contre-pied d'un cliché tenace qui voudrait que les révolutionnaires russes implantés à Zurich, à Berne ou à Genève aient évolué strictement dans l'entre-soi. Aussi, c'est là un fait qui explique beaucoup des relations très fortes entretenues entre la Suisse et la Russie bien après le déclenchement de la Révolution d'Octobre et jusqu'à aujourd'hui. À la manière d'un épilogue à notre série podcast Que tombe le tsar, publiée en novembre 2023 avec la professeure Corinne Amacher, nous avons souhaité montrer comment ce lien puissant entre la Russie et la Suisse s'est graduellement construit. Pour cela, à travers cet épisode, nous vous proposons le récit historique de deux trajectoires. D'abord, celle du couple Sharapova-Biryukov, installé à Aunay et dont la demeure familiale, baptisée la Maison Russe par les locaux, fut fréquentée au début du XXe siècle par tous les idéalistes russes basés dans la région genevoise, parmi lesquels Lénine. Puis celle du diplomate soviétique Vladimir Sokolin, dont le destin romanesque et tragique est particulièrement lié à Genève, ville où il naquit russe et mourut apatride. Vous écoutez Que tombe le tsar, épisode hors série, une proposition Chahut Média conçue en collaboration avec la professeure Corinne Amacher. À toutes et tous, bienvenue. Cette dame, Pavla Nikolaïevna Sharapova, est née dans la Russie profonde, de l'autre côté de la Volga. Tatiana Biryukov-Berada, petite fille de Pavla Sharapova et de Pavel Biryukov. Dans une famille, en fait, où les conditions matérielles étaient excellentes, son père s'était enrichi alors qu'il était issu d'une famille très pauvre, de paysans très pauvres de la région. Mais il s'est enrichi et il a gardé ça sur la conscience que c'était pas toujours très honnête, ses affaires. Il a développé une industrie du bois et puis il a étendu ses affaires en faisant du commerce sur la Volga, du nord au sud en fait de la Russie. Il avait une éducation très brutale presque à la maison, mais il était souvent absent. Et il avait un souci très marqué d'apporter la culture qu'il n'avait pas pu avoir lui-même à ses enfants. Donc, ils sont partis une année à Pétersbourg pour les affaires du papa et ils sont revenus à s'établir alors à Yaroslav. Il est décédé alors que Pavla Nikolaïevna avait 16 ans. Elle était elle-même d'une famille de 5 enfants. Elle avait déjà perdu une sœur malade. D'après les descriptions, je pense que c'était un genre de méningite. Ça a été très subi. En 2 jours, elle est décédée dans la famille. C'était la deuxième. La sœur aînée était brillante, comme tous les enfants d'ailleurs, était brillante dans leurs études, à l'école, et très intéressée par apprendre tout ce qu'ils pouvaient. Mais elle est tombée malade psychiquement. Suite au décès du père, la mère est décédée 6 mois plus tard. Donc, ils se sont trouvés avec plus ou moins Pavla à la tête de cette famille, parce qu'on ne pouvait pas compter sur la sœur aînée qui était malade, et les autres étaient plus jeunes. Donc, elle a pris en charge, en fait, cette famille sans y être préparée. Elle a placé son petit frère dans un pensionnat, la sœur qui suivait dans un internat, oui, et elle-même est restée à Moscou quelque temps
où elle a fréquenté les cercles étudiantins de l'époque. Elle avait commencé avec sa sœur les cours de l'école supérieure des femmes, je crois que ça s'appelait comme ça, qui est devenue ensuite l'université des femmes, qui a duré presque jusqu'à la Révolution, je crois. Suite à l'ambiance de l'époque, qui était très tournée vers l'aide au peuple, c'était une grande tendance qu'il fallait aider le peuple. Et c'est là que lui est venue l'idée, justement, de partir à Jasna Poljana. Prise dans la dynamique des cercles d'étudiants et d'étudiantes et de leurs innombrables tendances politiques, Pavla Sharapova projette de partir à Jasnaya Poljana. Jasnaya Poljana, soit la clairière lumineuse en russe, c'est un immense domaine dont l'écrivain Léon Tolstoï, chantre de la non-violence, est le propriétaire depuis 1849. C'est à la fois le point d'ancrage du grand homme, de son inspiration et de ses engagements, où il fonde notamment une école. Jasna Poljana, c'est le nom du village près duquel Léon Tolstoï avait son domaine familial immense, où il a séjourné pratiquement toute sa vie, à part des séjours à Moscou. Mais ensuite, donc, il est resté chez lui, et lui aussi adopté cette vision de changer la société afin qu'elle soit plus équilibrée, à son avis. Et donc, Pavla Nikolaïevna, qui était donc dans les milieux estudiantins de Moscou, elle a décidé de faire connaissance véritablement avec ces paysans desquels on voulait s'approcher. Donc elle est partie, dans le domaine de Tolstoï, qui était parsemé de villages paysans. Et alors, les paysans là-bas du coin n'étaient pas trop étonnés, parce qu'il y avait tellement de gens qui venaient rendre visite à ce fameux Tolstoï, qu'ils se sont dit, bon, une de plus. Ils l'ont accueillie, on lui a donné une place dans une famille paysanne. Elle a fait beaucoup d'efforts pour être vraiment comme eux, tout à fait comme eux, habillée comme eux, manger comme eux, vivre comme eux, travailler comme eux. Elle allait au champ, elle faisait vraiment tout ce qu'elle pouvait dans ce sens-là. Elle est revenue à Moscou au moment où sa sœur, donc la sœur qui la suivait, c'était en fait la troisième de la famille, avait terminé son lycée. Et voilà que cette sœur a contracté la tuberculose. Et les médecins ont conseillé de changer de climat. Ils ont proposé soit l'Égypte, soit la Suisse. Donc, elle a pris sa sœur et elle est venue en Suisse, où elle s'est occupée d'elle. Et la tuberculose a pris un rythme galopant. Elle a perdu sa sœur en une dizaine de mois là-bas. Et de là, eh bien, elle est restée, elle s'est aussi inscrite à la faculté de médecine. Donc elle s'est trouvée de nouveau dans les milieux étudiantins cette fois de Genève, parmi les émigrants russes qui étaient très nombreux et de toutes sortes de tendances encore. Il y en avait vraiment de tout genre. Et elle était de nouveau très intéressée à tout ça. Elle a participé à toutes ces réunions qui étaient très, très mouvementées, avec tout le monde qui parlait. Parfois, elle disait, mais tellement ils parlaient qu'on avait l'impression qu'ils aimaient s'entendre parler, quoi. C'était comme ça. Et voilà, ça durait jusqu'au tard dans la nuit. Et ça finissait, avec un samovar froid. Lors de ses années à Genève, Pavla Sharapova connaît déjà l'homme qui deviendra par la suite son époux, Pavel Biryukov. Né dans une famille de la noblesse russe, puis formé au sein d'une prestigieuse académie militaire de Saint-Pétersbourg, le Corps des Pages, il est notamment célèbre pour avoir dirigé la maison d'édition Posrednik, fondée notamment par Léon Tolstoï, dont il est le disciple et ami, et pour avoir écrit une volumineuse biographie du célèbre écrivain. Pavla le retrouve en Russie, où elle est retournée durant ses vacances universitaires
pour aider les victimes de l'épidémie de choléra qui sévit dans un contexte de famine. Lorsqu'elle revient à Genève, très marquée par cette expérience, Pavel Biryukov et elle ont adopté 3 enfants orphelins. Bientôt, le couple investit une maison située à Aunay, dans la campagne genevoise, promise à devenir un lieu incontournable pour la diaspora russe exilée dans ce bout de Suisse romande. Tout à la fin du XIXe siècle, ma grand-mère avait gardé une partie de sa fortune. Tatiana Biryukov-Berada. Alors que mon grand-père avait complètement renoncé à tout ce qu'il possédait de son domaine, de sa famille, de ses héritages. Donc ça a permis d'acheter un lopin de terre, environ 3 hectares, je crois, à Aunay, où ils se sont installés. Et en janvier 1898, ils ont annoncé à leurs amis que voilà, à partir de maintenant, vous pouvez nous considérer comme mariés. Nous vivons en couple. Et le premier enfant est né en 1900, le deuxième, ma tante, 1902, et mon père en 1903. Et pourquoi cette maison, elle est tellement importante dans l'histoire de l'immigration, de l'immigration russe? Parce que ça devient vraiment un lieu central. Ces gens-là, mon grand-père et ma grand-mère, étaient des gens justement complètement ouverts vraiment à tout. En ce sens que leur maison aussi était ouverte. Donc les immigrants russes arrivant à Genève, bien sûr, en entendaient parler. Et donc ils ont accueilli toutes sortes de migrants. Ma tante m'a raconté qu'il y avait vraiment parfois des grandes réunions dans la propriété, des gens qui vraiment dansaient, chantaient parfois, et des rencontres philosophiques très intéressantes et tout. Et c'est là que, par exemple, Lénine est apparu 1 ou 2 fois. Il ne s'est pas très bien entendu, bien sûr, avec mon grand-père et ma grand-mère, puisqu'ils étaient profondément non-violents, végétariens, et que voilà, ça ne collait pas tout à fait avec les idées de Lénine. Mais en 1904, Lénine a quand même eu besoin de Pavel Biryukov pour un but précis. Obtenir son parrainage afin de pouvoir intégrer la prestigieuse Société de lecture de Genève, une bibliothèque privée qui rassemblait une collection remarquable d'ouvrages consacrés à la philosophie, à la sociologie ou bien aux religions et qui intéressait au plus haut point Vladimir Ulyanov. Là, il y a eu l'amnistie politique en 1905. En 1906, ils sont retournés là-bas. Là, ma grand-mère a trouvé enfin sa voie véritable qui était la pédagogie. Elle était passionnée des enfants, de tous les âges, et elle a ouvert une école à Kostroma qui a eu beaucoup de succès. Elle y avait introduit des méthodes tout à fait nouvelles. Elle était influencée par aussi bien Jean-Jacques Rousseau que Montessori, mais elle était contre l'Église orthodoxe, mais elle disait qu'elle laissait tout le monde la liberté d'opinion à tout le monde. En revanche, elle ne voulait pas imposer à ses élèves la vue de l'icône qui était obligatoire dans tous les bâtiments, avec une petite bougie devant. Et la police lui a fermé son école, voilà, à moins qu'elle soit d'accord de mettre cette icône, ce qu'elle a refusé. Février 1917, à Saint-Pétersbourg, la révolution éclate. Le régime du tsar s'effondre, les bolcheviks prennent le pouvoir. On instaure le régime communiste. Sans plus attendre, les Biryukov retournent en Russie. Ils sont restés jusqu'en quand même en 1915. Tatiana Biryukov-Berada. Mais le régime est devenu de plus en plus oppressif. Et là, les amis de mon grand-père ont commencé à avoir des informations selon lesquelles il allait être mis en prison.
Donc, ils sont repartis à Genève, puisqu'ils avaient justement le passeport suisse à l'époque, donc c'était une sorte de facilité qui leur était offerte. Donc, ils sont convaincus que la propriété privée engendre la violence, parce qu'il faut défendre sa propriété, puisqu'il y a eu la révolution en Russie et qu'il n'y a plus de propriété, donc ce sera magnifique, il n'y aura plus de violence. Donc, très contents de cette tournure-là, ils reviennent en Russie. Là, ils ont logé donc à Moscou. En arrivant, ils sont allés dire bonjour à un de leurs amis qui avait séjourné chez eux longtemps à Genève, à la villa russe. C'était un certain Bonch Brujevitch. Qui était un marxiste proche de Lénine. Oui, tout à fait. Marxiste proche de Lénine, en effet. Qui, du coup, était placé comme ministre, à l'époque, ça s'appelait commissaire du peuple, je crois, à l'éducation. Et il était carrément dans un bureau au Kremlin. Ils sont allés lui dire bonjour là-bas, qui les a reçus bras ouverts en disant « Ah, qu'est-ce que c'est bien que vous êtes là ?» Parce que les Russes éduqués, cultivés, pour une part d'entre eux, sont enfuis. Et on en a beaucoup besoin parce que entre 90 et 100% de la population russe est analphabète. Et ma grand-mère s'est jetée corps et âme dans, justement, l'enseignement à tout va. Elle allait récupérer les hooligans dans les rues qui avaient perdu toute espèce de famille ou de parents qui vivaient comme ils pouvaient à voler et même tuer s'il le fallait. À des groupes de soldats de l'armée rouge qu'il fallait alphabétiser. Donc, entre-temps, elle était active aussi dans des cercles pédagogiques où était aussi très active la femme de Lénine, Nadia Krupskaya, qui était une femme extrêmement intéressante aussi et qui a réussi d'ailleurs à sauver des gens grâce à son influence sur son mari à l'époque dure des débuts du communisme. Oui. Au cours des années qui allaient suivre, Pavel Biryukov devait participer de manière active à la création du musée Tolstoï à Moscou, puis diriger au début des années 1920 le département des manuscrits du musée. Après un séjour au Canada, il meurt à Genève le 10 octobre 1931, laissant derrière lui une biographie monumentale de Léon Tolstoï. Quant à Pavla, elle décède à Genève en 1945. Elle a laissé des mémoires inédites, absolument passionnantes, qui couvrent ses années de jeunesse et que ses descendants et descendantes aimeraient beaucoup un jour voir publier. Couple d'idéalistes russes installés à Genève à la fin du XIXe siècle, dont le fils unique est amené à grandir dans une famille locale, puis porté par des valeurs patriotiques à combattre durant la Première Guerre mondiale au nom de l'Empire russe. Confronté à l'horreur, le voilà qui renie le tsar, embrasse l'idéal révolutionnaire de sa mère, devient bolchevique, puis débute une carrière diplomatique avant d'aller défendre les intérêts du Kremlin en Suisse, où il mourra rejeté par le système. Cette trajectoire hors norme, à la fois romanesque et tragique, c'est celle d'un certain Vladimir Shapiro, qui prendra par la suite le nom de Sokoline. Ce nom ne vous dit rien ? Normal. Il compte parmi les oubliés de l'histoire révolutionnaire et soviétique. Toutefois, l'historienne genevoise Corina Macher a redécouvert et reconstitué l'histoire de Shapiro-Sokoline, mettant en lumière l'itinéraire d'un personnage dont le destin oscille entre deux rives, la Genève révolutionnaire où il est né et la Russie tsariste puis soviétique de ses parents. La vie de Vladimir Sokoline, Corina Macher la raconte à présent dans cet épisode hors série. Comment tu tombes sur une histoire avec des guillemets gigantesques comme celle-là ?
Comment on arrive à déterrer ce qu'a été la trajectoire d'une famille ? Alors ça, c'est une question absolument primordiale, parce que c'est effectivement, c'est pas une famille qui est très très connue. Les parents ne sont pas connus, aujourd'hui ils sont oubliés. Donc c'est pas comme Lénine où on a des témoignages, des sources, des archives. Corinne Amacher, professeure ordinaire d'histoire russe et soviétique, Université de Genève. Donc là, en l'occurrence, c'était un peu le hasard, et un très beau hasard. Un jour, j'ai un collègue historien qui connaissait mes sphères d'intérêt, qui me dit « Mais tu devrais aller à la BGE, à la Bibliothèque publique de Genève », à l'époque c'était encore Bibliothèque publique de Genève, parce qu'il y a des cartons, il y a un fonds d'archives d'un personnage qui risque de t'intéresser. Est-ce que tu peux nous représenter ce qu'étaient ces cartons et la façon dont ils se présentent à toi ? C'est quoi ? C'est un amas de lettres, de courriers, de papier épars ? Où il y a un minimum d'organisation là-dedans ? En fait, à la bibliothèque, j'ai trouvé effectivement de nombreux cartons avec des textes de Sokoline, dont certains avaient été publiés parce qu'il avait écrit des romans et des nouvelles, et puis il avait aussi écrit des articles, et puis il avait d'autres textes qui étaient des souvenirs, qui n'étaient pas publiés. Mais ce qui était très étrange, c'est qu'il n'y avait aucun texte personnel, intime dans ces cartons, rien. On comprenait que lorsque Sokoline était mort, quand les papiers avaient été donnés à la bibliothèque, ils avaient été nettoyés de tout le côté intime. Donc évidemment, il y avait un gros manque. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis prise au jeu un peu de l'enquête historique et j'ai fait de très longues recherches. Et puis finalement, grâce à l'aide de collègues et d'amis en Russie, j'ai réussi à retrouver à Moscou, en fait, la trace de la famille d'Olga Levina, donc de sa mère. Tout le monde me disait qu'il n'avait pas eu de descendance, ce qui était faux, parce qu'en fait, il avait eu un enfant, un garçon, et ce garçon avait eu des enfants. Et donc, ce fils avait survécu à la Deuxième Guerre mondiale en URSS. Et c'est cette famille à Moscou qui m'a accueilli avec beaucoup de générosité. Mais surtout, elle m'a pas seulement ouvert les portes de sa maison, elle m'a aussi ouvert les portes de ses armoires. Et dans les armoires, en fait, là, je dirais, il y a toute une composante humaine, affective qui m'a explosé à la figure. Les lettres de sa mère, ses propres lettres, les lettres qu'il écrit durant le front, des récits autobiographiques, toute une correspondance aussi de son fils, avec lequel il a réussi à nouveau à rentrer en contact après la mort de Staline. Et en fait, je me retrouvais face à un homme qui avait traversé tout le XXe siècle, qui en avait vécu en fait tous ces grands bouleversements. C'était une vie qui était faite de ruptures, et un homme qui, je dirais, était partagé entre deux mondes, entre le monde suisse genevois, le monde russe et soviétique, et que toute sa vie, en fait, il avait rêvé de faire fusionner ces deux mondes, et qu'il n'y était jamais finalement arrivé, et que toute sa vie, il n'a jamais été pleinement accepté, ni dans un monde, ni dans l'autre. Et donc c'est un peu une enquête historique. Alors, tu as reconstitué, Corinne Amacher, la trajectoire de cette famille. Elle commence avec Olga Levina. On commence par le début cette fois. Qui était-elle et comment est-ce que cette femme va nous mener ensuite au moins jusqu'à Genève ? Olga Levina, encore une fois, ce n'est pas un personnage historique qui est célèbre, par exemple, comme toutes ces femmes qu'on a vues, Vera Figner, Tatiana Leontieva ou d'autres. Et donc, pour trouver les traces de sa vie à Genève, là aussi, il faut effectuer une enquête. Et cette enquête, elle passe par les archives de la police de Genève et de Berne, et ensuite, évidemment, par les écrits de son fils plus tard, et les lettres qu'elle a aussi écrites. Mais ce qu'on sait donc d'Olga Levina, c'est assez fragmentaire. D'abord, c'est une femme qui vient d'Odessa, Ukraine actuelle, qui arrive à Genève autour de 1890. Elle est suivie peu après par son compagnon, Abraham Shapiro, avec qui d'ailleurs elle va se marier en décembre 1895 à plein palais. Donc déjà, Olga et Abraham s'inscrivent, je dirais, dans ce schéma typique maintenant que l'on connaît bien. Ce sont des ressortissants russes d'origine juive qui, dans l'Empire, sont confinés dans une zone de résidence au-delà de laquelle ils n'ont pas le droit de s'installer. Enfin, tout le sud et l'ouest, en fait, de l'Empire russe. Pour les Juifs de Russie, c'est très difficile
de faire des études supérieures, parce qu'en Russie, dans l'Empire, il y a un numerus clausus qui s'applique aux juifs dans les universités. Donc il y a très peu de juifs russes qui ont accès à l'université. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle en Suisse, on a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes russes qui sont d'origine juive. Et puis par ailleurs, ils étudient tous les deux la médecine. Et donc là aussi, on a un schéma habituel, c'est l'idée que voilà, il faut se rendre utile au peuple. Et puis il faut aussi savoir, et ça c'est très important, que pour les juifs russes de la zone de résidence, avoir un diplôme de médecine, ça leur donne le droit de travailler hors de la zone de résidence. Parce qu'on a besoin de médecins en Russie. Et puis alors donc, on a des rapports de la police. Et ce que dit la police, c'est aussi intéressant. Elle dit, la police genevoise, c'est qu'elle fréquente des nihilistes. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie juste que Olga Levina, elle est active dans les milieux radicaux russes. Et ce qui est assez aussi intéressant, c'est qu'on a un rapport de police aussi pour son mari, Abraham Shapiro. Et là, le rapport de police est extraordinaire parce que, en fait, c'est un rapport qui donne une description physique, ce qui montre aussi que la police, elle est très détaillée, elle va vraiment dans les détails. Donc, est socialiste, mesure 1m70, cheveux bruns et frisés, petite moustache brune, yeux noirs, nez droit, dents très belles, front haut, visage rond, teint frais, démarche droite. Plus la police surveille, mieux c'est pour les historiens et les historiennes. En effet, les documents policiers constituent une source de premier plan extrêmement détaillée pour qui cherche à reconstituer la trajectoire de personnages ayant fait l'objet d'une surveillance particulière. C'est le cas du couple Shapiro-Levina. Et que nous apprennent les rapports de police à leur sujet ? Que le couple évolue dans la zone géographique comprise entre la rue de Candolle, le pont de Carouge, la Karouchka et le boulevard de la Cluse, changeant souvent de lieu de résidence. En 1896, lorsque leur fils Vladimir naît, le couple habite au 15 boulevard de la Cluse. Un peu plus tard, l'enfant se voit confié à une famille suisse, les Sessler. Dès lors, russe élevé à la genevoise, Vladimir partage son existence entre deux mondes. Sa mère, elle fait des allers-retours en fait. Alors son père va quitter la Suisse à un certain moment, autour de 1904-1905. Il va jamais rentrer en Russie. Il va aller habiter à Londres et puis il va s'installer. Puis ensuite il vit une vie séparée. Le couple va se séparer en fait. Et la mère, elle rentre en 1903, mais avant elle est à Genève. Et puis ensuite elle fera des allers-retours. Et donc, ce qu'on ne sait pas trop bien, c'est comment les liens se sont forgés entre la famille Sessler et la famille Shapiro-Levina. Mais ce qu'on sait de nouveau, à l'aide de documents administratifs qui sont conservés dans les archives de l'État de Genève et des manuscrits de Sokoline, on peut entrevoir certains traits de cette famille. Et ça, c'est très intéressant aussi. C'est pas une famille intellectuelle, c'est une famille ouvrière. Le père était en fait un ouvrier, il était monteur de boîtes en or. La mère était polisseuse et ils avaient plusieurs enfants, dont une fille qui était couturière, une autre qui a été blanchisseuse. Et Sokoline a écrit par la suite que le père était un socialiste et qu'il était un militant syndicaliste. Donc probablement une famille qui avait une sensibilité à l'égard peut-être d'un couple d'étudiants russes qui eux-mêmes militaient en fait contre l'autocratie. Mais lui, en fait, il vit entre deux maisons ponctuées par des séjours en fait en Russie, dont un long séjour d'une année en 1905 où il va à l'école en Russie. Sa mère, elle travaille comme médecin dans un poste clandestin. On est en pleine révolution, donc manifestations en Russie, répression contre les ouvriers, contre les étudiants. Il y a aussi beaucoup, c'est une période de grande violence contre les juifs. Il y a des milices d'extrême droite qui organisent des pogroms contre les juifs. C'est toute la région où elle se trouve, Nikolaïev, Odessa, zone de résidence, et donc elle soigne les blessés. Et lui découvre en même temps la violence révolutionnaire et en même temps la violence contre les juifs en fait. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, donc c'est l'été 1914, Vladimir et sa mère, donc Olga Levina, ne sont pas en Suisse ni à Odessa. En fait, ils sont sur une petite île estonienne
Il faut savoir que cette région était russe, en fait, faisait partie de l'Empire russe depuis déjà le XVIIIe siècle. Donc là, il a 18 ans, il se trouve coincé sur cette île, la guerre a commencé, et lui, il s'inquiète, il va écrire une lettre, en fait, que j'ai retrouvée, une lettre à ses amis restés à Genève. Il étudie au collège Calvin à ce moment-là, donc c'est vraiment en collégien tout à fait normal. Ce qui le préoccupe, c'est le fait de ne pas pouvoir commencer la rentrée en même temps que les autres. Il espère que la mobilisation générale qui est annoncée aussi en Suisse, qu'elle va retarder la rentrée, comme ça il pourra arriver à temps. Puis en même temps, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il est complètement pris, les lettres le montrent aussi, dans une sorte d'enthousiasme guerrier. Il dit qu'il est très heureux d'être en Russie dans des moments pareils, que les Russes sont absolument extraordinaires, il est très fier des soldats qui se sacrifient pour la grande cause. Les Allemands, ce sont des teutons, ce sont des barbares, des brigands, ils se livrent à des brigandages ignobles. Donc il est tout à fait en fait dans l'air du temps, c'est-à-dire début de la guerre, il y a en août 1914 le patriotisme qui règne partout en Europe. Personne pense que la guerre va durer 4 ans, qu'elle va être aussi terrible. Et d'une façon générale, les populations, elles soutiennent les efforts de guerre de leur gouvernement. En 1915, Vladimir obtient sa maturité au collège Calvin de Genève. Il a 19 ans, et là, que fait-il ? En bon patriote russe et alors fervent défenseur du régime, il s'engage en volontaire dans l'armée tsariste. Il insiste, sa famille suisse lui dit mais non, comment, c'est pas possible. Le consul russe de Genève lui dit mais enfin, c'est pas possible, vous allez pas vous jeter dans la gueule du loup, restez ici. Lui non, il insiste, il dit voilà, non, la Suisse c'est le pays de ma naissance, mais la Russie c'est le pays de mes parents et moi je vais aller me battre en Russie. Et donc il part rejoindre sa mère parce que sa mère est à ce moment-là en Russie. Il traverse toute l'Europe en guerre, il arrive à Moscou et l'incompréhension se trouve aussi du côté de Moscou parce que quand il arrive dans le camp de recrutement, l'officier de recrutement le voit, il est tout jeune, puis il lui dit, ça c'est lui qui raconte, je comprends pas, il y a toute la Russie qui fout le camp, et puis il y a un petit malin qui vient faire le contraire. C'est effectivement l'expérience de la guerre sur le front russe, beaucoup plus finalement que les lectures de ses parents, qui va le faire basculer dans le camp révolutionnaire en fait. Sur le front, il est blessé plusieurs fois. D'ailleurs, c'est un miracle qu'il ne soit pas mort au front, parce qu'il n'a aucune expérience de la guerre. Donc, il tombe vraiment dans un monde d'une violence extrême. Et donc, il découvre les horreurs de la guerre. Il découvre aussi la misère du peuple. Et en fait, il voit l'envers du décor. Il écoute parler les soldats, beaucoup. Et puis, finalement, il comprend, en fait, tout simplement, la vraie nature du régime tsariste. Il obtient un congé. Il est à Moscou. On est en été 1917. Donc, le tsarisme a déjà disparu. C'est le chaos total en Russie. Il décide de ne pas retourner au front. Par contre, c'est seulement après la prise de pouvoir des bolcheviks, en octobre 1917, et même quelques mois plus tard, qu'il va basculer dans leur camp. C'est le début de la guerre civile. La Russie est entourée d'ennemis. Et ce dont il a très peur, c'est en fait que la révolution tombe et que tout se termine. Et il a très peur de ça. Et donc, il dit il faut soutenir les bolcheviks. Il faut soutenir ce régime, parce qu'autrement, c'en est fini de la révolution. Sa mère, à ce moment-là, elle travaille toujours comme médecin. Elle connaît des membres assez importants du côté des bolcheviks. La professeure Corinne Amacher. Elle les a connus dans les cercles révolutionnaires radicaux, en Ukraine, Odessa, Nikolaïev, mais aussi à Genève. Et donc, c'est tous ces liens qui ont été noués entre la Russie et la Suisse qui vont littéralement ouvrir les portes du Kremlin à son fils. D'abord, il faut quand même savoir qu'il est bilingue, ce qui est quand même aussi quelque chose qui peut servir. Et finalement, il est recommandé à un des grands dirigeants bolcheviques du moment, Lev Kamenev, qui était très proche de Lénine, et il va devenir le secrétaire. Et donc, c'est ainsi qu'il arrive à fréquenter les cercles dirigeants. Et quand sa mère meurt en 1919, eh bien, en fait, le destin de son fils est déjà complètement inscrit. Il est totalement lié, en fait, au régime bolchevique. Et il va rester fidèle à ce régime bolchevique jusqu'à la fin de sa vie, même lorsqu'il ne retourne pas en URSS après 1939. Le prix qu'il va payer pour cette fidélité au régime bolchevique va d'ailleurs être très très élevé.
1939, diplomate soviétique chevronné, ayant notamment travaillé à la Société des Nations, Vladimir Shapiro, qui a pris au début des années 20 le nom de Sokoline, nom qui sera désormais le sien jusqu'à sa mort, refuse ainsi de retourner en URSS et reste à Genève. Dans un premier temps, surtout à partir de 1943, lorsque la guerre commence à tourner à l'avantage des Alliés et donc de l'URSS, les autorités suisses le ménagent, pensant pouvoir l'utiliser pour entrer en contact avec le pouvoir soviétique, car la Confédération n'entretient pas de lien diplomatique avec le régime soviétique à ce moment. Mais à la fin de la guerre, l'attitude des autorités vis-à-vis de Sokoline change du tout au tout. Et s'il était en réalité un espion soviétique installé sur le sol suisse. Et donc il va être surveillé durant des années. Et là aussi c'est extraordinaire, parce qu'on a des dossiers énormes sur lui, jusqu'à pratiquement sa mort, où on arrive à comprendre comment il s'est battu avec les autorités pour obtenir le droit d'avoir un permis d'établissement, qu'il va obtenir seulement en 1979, donc ça veut dire 39-79, il n'aura que des autorisations provisoires, et peu avant de mourir, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander la nationalité suisse. Il se sentait suisse autant que russe, il estimait qu'il y avait droit, et puis surtout, il voulait pas mourir apatride, parce que c'était un apatride. Et puis en fait, il va essuyer un refus très violent. Il a 86 ans à ce moment-là. Et donc, il reçoit une lettre, et je me permets de citer quelques phrases parce que c'est absolument extraordinaire. Cette lettre dit ceci: « Il ressort des renseignements obtenus que vous avez exercé des activités au sein de mouvements dont les idées directrices sont inconciliables avec les conceptions démocratiques de notre État. Dans ces conditions, nous n'avons pas pu acquérir la conviction que vous deviendrez un citoyen respectueux de nos institutions et nous envisageons de rejeter votre requête. » Il meurt, lui, quelques années plus tard, en 1984, à 89 ans, apatride. Et donc, on voit bien comment, entre le 19e siècle et le 20e siècle, la situation, elle s'est complètement inversée. Évidemment, le monde, il a changé. Au 19e siècle, on accueillait les révolutionnaires russes à bras ouverts, on les laissait tranquillement préparer à la révolution, au nom de la liberté et de la démocratie, parce qu'on n'aimait pas trop aussi l'autocratie russe. Mais une fois que la révolution est accomplie, elle est réalisée, on prend peur, parce qu'on a peur qu'elle puisse arriver jusqu'à la paisible Helvétie. On a très peur du virus communiste. Et donc il faut savoir que la Russie, elle a été viscéralement anticommuniste. Et que les relations diplomatiques entre la Suisse et l'Union soviétique, elles sont rétablies qu'en 1946. Mais que la Suisse restera très anticommuniste jusqu'à la fin. Et Vladimir Shapiro-Sokoline, c'est le prix qu'il a payé à sa fidélité, parce qu'il est resté fidèle, en fait, à Lénine jusqu'à la fin de sa vie. C'est la fin de cet épisode hors-série consacré à la trajectoire de personnages qui ont incarné, de par leur destin, les liens puissants qui ont uni jusqu'à aujourd'hui la Suisse et la Russie. Merci à Tatiana Biryukov-Berada d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir soigneusement reconstitué pour nous la course de ses grands-parents, Pavla Sharapova et Pavel Biryukov. Que tombe le Tsar, une série documentaire podcast Chahut Média, conçue en collaboration avec la professeure Corinne Amacher. Réalisation et production, David Brun-Lambert et Carole Harari. Musique originale, Léonie Pernet. Cette série documentaire podcast a bénéficié du précieux soutien de la Loterie Romande, du Fonds mécénat SIG, de la ville de Genève et de la commune de Carouge. En partenariat avec la Maison de l'Histoire UniGE, l'unité de russe de l'Université de Genève et la Bibliothèque de Genève. Tous les épisodes de la série sont disponibles sur chahut.ch et sur les principales plateformes de podcast.